Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la FCPQ en direct dans cette édition du 2 novembre, donc déjà le mois de novembre. Alors j'espère que l'Halloween ne vous a pas trop manqué ou que vous avez trouvé des façons originales quand même de la souligner ou de la vivre quand même avec vos jeunes. Ce soir, en ouverture, c'est notre président, M. Kevin Roy, qui va prendre la parole. Bienvenue. Merci d'être là ce soir avec nous. Moi, je voulais commencer notre rencontre hebdomadaire, en soulignant, je veux féliciter les parents qui s'investissent comme bénévoles dans les instances de participation parentale. Puis plus spécialement pour ce soir, là, les parents qui ont été élus ou nommés ou qui font partie des nouveaux CA, des conseils d'administration, des centres de services scolaires. Merci de participer à ça, participer au nouveau conseil d'administration. Hein? Puis, on a fait une petite recension rapide. On n'a peut-être pas toutes les infos, mais la presque quasi-totalité des postes qui étaient réservés aux parents ont été comblés partout au travers le Québec. Donc, ça prouve que les parents sont présents, qu'il y a des parents qui sont là, qui sont disponibles pour occuper ces postes-là, puis pour qui que ça tient à cœur l'éducation puis la réussite de tous les élèves à l'intérieur de leur centre de services scolaire. Donc, un remerciement puis une félicitation aussi plus particulier au président puis aux vice-présidents qui sont aussi des parents dans chacun des centres de services scolaires. Donc, un grand merci à vous. On sait qu'il y en a qui c'était des anciens commissaires qui représentaient le comité de parents qui sont de retour dans la version conseil d'administration de la gouvernance scolaire. D'autres, c'est des nouveaux. D'autres, c'est des anciens commissaires élus qui sont maintenant sur les conseils d'administration, soit à titre de parents, soit à titre de membres de la communauté. Donc, merci, félicitations à tous ceux qui gardent le phare puis qui siègent maintenant sur les nouveaux conseils d'administration. Donc, voilà, je trouvais ça important de commencer par ça aujourd'hui, en fait, de souligner votre participation. Sinon, on enchaînerait avec les nouvelles COVID, en fait, les nouvelles de la dernière semaine. Encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais commencer par la première. Ensuite, je vais passer le mot, la parole à Corinne, notre directrice générale à la Fédération. Donc, première nouvelle qu'on a reçue dans la dernière semaine, donc concernant la connectivité. Donc, connexion Internet. Je sais qu'on entend parler dans les médias, on le voit aussi. Moi, je peux vous dire qu'on le vit aussi. Je le vis personnellement dans ma région, dans mon petit coin du Québec. Donc, c'est pas tout le monde qui a un accès Internet facile à la maison. Donc, parfois, certaines personnes ont accès Internet, mais pas rapide. Donc, ce qui a été déposé comme information, comme nouvelle, en fait, c'est que tous ceux qui sont en zone rouge, en fait, les secondaires 3, 4, 5, qui sont à l'école en alternance, donc une journée sur deux ou en mode hybride. Donc, tous ces élèves-là qui n'ont pas un bon accès Internet là, chez eux quand ils sont à leur domicile, donc ils vont pouvoir, ça va être permis pour ceux-ci de rester 100% du temps en classe à l'école. Je pense que c'est une bonne décision qui a été prise. On faisait aussi des représentations par rapport à ce problème-là, que ce n'était pas l'idéal pour tout le monde, l'Internet, l'école à distance, quand on n'a pas un bon accès Internet. Donc, c'est une bonne décision qui a été prise pour que ces élèves-là puissent, par souci d'équité aussi avec tous les élèves, donc qu'eux aussi puissent avoir accès à leurs cours là, au quotidien. Donc, voilà, c'était la première des petites nouvelles qu'on voulait vous parler, des nouvelles informations, des nouvelles, en fait, que vous pouvez partager dans vos réseaux, qu'on a eu la semaine dernière. Je ne sais pas, Corinne, si tu voulais continuer avec les autres petites OK. nouvelles. Alors, aussi, le 29 octobre, vous avez sûrement vu dans les médias, puis aussi, on a eu la lettre que les enseignantes vont être accordées
3 journées de pédagogique additionnelles cette année pour faire la formation de planification pour l'éducation à distance pour nos jeunes. Je pense que c'est un bon exemple de vous expliquer comment ça roule vite en arrière pour arriver à une annonce comme ça. Parce que des fois, du monde, il doit demander qu'est-ce qu'on fait avec nos journées, mais je vous dis, ça roule vite. Je vais vous donner un petit exemple comment c'est arrivé. C'est une idée qui a été lancée pendant une rencontre le 26 octobre. Le 27, le mardi, on a eu les échos. Le 28, on a été convoqués pour rencontrer le ministre. Puis le 29, la lettre sort. Alors, c'est des choses que... Puis entre tout ça, il y a eu des discussions entre les partenaires, avec le cabinet, avec notre exécutive. On a rencontré le ministre pour dire qu'est-ce qu'on pensait. On peut dire qu'est-ce qu'on pensait, c'est pas pour dire qu'ils vont nous écouter, là. Je vais laisser Kevin en parler de cette partie-là. Je vais vous dire, pour avoir été dans le système d'éducation depuis plusieurs années, dans le passé, une annonce comme ça prendrait peut-être 2 mois avant que ça va être fait. Puis là, on voit que ça a pris comme 2 jours et demi. Alors, c'est ça la vitesse que des choses se passent. Ce printemps, on faisait le joke qu'on a réussi de faire en 2 mois, qu'est-ce que ça prend les 2 ans à faire, mais la cadence n'a pas arrêté dernièrement. 3 journées de plus pour la formation, la planification pour les enseignants. Je peux compléter. En fait, les LSE, c'est une décision qui a été prise par le ministère, par le cabinet, par le ministre. Puis, c'est une décision à laquelle on n'a pas... on a été informé, en fait, avant que ça arrive souvent. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est souvent comme ça fonctionne. En fait, pour cette décision-là, c'est comme ça a fonctionné. Donc, on a été informé de cette nouvelle-là un peu avant que ça soit annoncé publiquement. Même s'il y a quand même des journaux là, qui l'ont sorti avant même qu'on soit informés, nous directement. Mais quand on est informé comme ça, oui, on donne notre avis quand même. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là. Des fois, on a la chance. Des fois, on est consulté, puis on donne vraiment notre avis. Mais ce n'est pas nous qui prenons la décision au final. Parfois, on est informé. Donc, c'était le cas ici. Donc, même quand on est juste informé d'une décision, de qu'est-ce qui s'en vient, vous pouvez être certain que quand je rencontre le ministre, je lui dis en fait tout ce qu'on voit, tout ce qu'on reçoit en fait via les FCPQ en direct comme ce soir, via les parents qui m'appellent chez moi, qui communiquent avec moi ou qui communiquent souvent aussi avec la fédération, avec les services conseils qui ont des questions, ils ont des commentaires. Donc, tous ces commentaires-là, on les prend et on les fait, on les montre en fait aux décideurs, puis on fait aussi nos recommandations. Comme dans ce cas-là où que la décision était déjà prise qu'il allait avoir 3 journées pédagogiques de plus, ce qui fait en sorte que malheureusement, je vais le dire comme ça, que ça fait seulement 177 jours d'école pour les jeunes au lieu de 180 jours. Bien, nous, on s'est assuré qu'il y ait des services. Que les services, en fait, on a demandé que les services soient là pour les élèves, qu'il y ait des services qui continuent pour tous les élèves. Entre autres, il a été annoncé que les services de garde seraient ouverts pendant ces journées-là. Heureusement, ça fait partie des représentations qu'on a fait. Puis je vais profiter du fait que je parle de ça, que quand on rencontre le ministre, mais vous savez, un des chevals de bataille qu'on garde, puis que moi je trouve important, qu'on trouve important à la fédération, je l'ai dit, c'est le service aux élèves, le support aux élèves à distance. Puis là, je vais me permettre de le dire, parce que je le dis à chaque fois, j'ai l'occasion de le dire. À vous, mais aussi aux décideurs qu'il faut du soutien pour les parents, pour les élèves, mais pour les parents, du soutien à la maison. Oui, ça va bien quand une classe est fermée, quand une école au complet est fermée, il y a du support qui se fait, il y a la classe est connectée en ligne, puis les élèves, dans la grande majorité des cas, ils réussissent bien à suivre ce qui se passe en classe. Quand un élève est mis en isolement, soit parce qu'il attend son test, il est mis en isolement 14 jours ou 10 jours, où il n'est pas à l'école, seulement lui qui n'est pas à l'école, pas la classe, mais là, il n'y a pas de balise claire. Il n'y a pas de balise claire, c'est variable d'un endroit à l'autre. Ça ressemble au printemps et je le redis, je le dis toujours, je le répète, il faut du changement pour ça. On se permet de l'annoncer, mais c'est ça. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, en fait, pas à chaque fois, mais souvent, on est informé un peu avant. Des fois, ils prennent nos recommandations, des fois, non. Mais au moins, ils entendent et ils savent le point de vue, l'opinion des parents. Donc, je pense que c'est important de vous expliquer comment ça fonctionne, en fait, quand une décision comme ça est prise. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, mais la majorité du temps, c'est comme ça. Puis, on reçoit toujours une lettre, peut-être le soir même ou des fois le lendemain matin, une petite lettre comme ça qui accompagne
les décisions qui sont adressées au DG, bien souvent au DG des centres de services scolaires, mais on est toujours mis en copie de ces lettres-là. Alors, ben, merci Kevin pour complémenter pour ça. Aussi, il y a une autre lettre le 30 octobre. Alors, il ne lâche pas avec ses lettres. Puis, alors, le 30 octobre, je vais mettre ça en contexte parce que je ne vais pas vous lire toute la lettre parce que c'est une lettre quand même de 4 pages, si je ne me trompe pas. Si des fois, tu sens un petit peu confus, tu ne suis plus, tu n'es pas seul parce que cette lettre-là, j'appelle ça la lettre de tout ce qui est. C'était envoyé à les DG le 30 octobre pour les rappeler de tout qui existe déjà, de rappeler de ne pas oublier des choses que tu dois faire. Alors, exemple, que c'est, je vais juste lire les mots-clés dans la lettre. Renforcement des mesures visant à prévenir les rassemblements en contexte scolaire. Un seul groupe classe stable. Des parascolaires sont suspendus. Les projets sport-études, A-études peuvent être maintenus si tu peux respecter le groupe classe, les boules. Le hybride pour les 3, 4, 5 secondaires, la connectivité qu'on a déjà parlé, puis aussi que ces élèves-là ont des besoins spéciaux, peuvent rester à l'école, que les territoires ou les réseaux Internet, la connectivité, on a déjà parlé. Élargissement et obligation du port de couvre-visage. Explique tout qui doit mettre le couvre-visage. Le seul temps de l'enlever, c'est quand tu manges ou pour un enfant qui a des difficultés santé pour porter une mesure. Toutes les mesures supplémentaires, les mesures spécifiques pour le personnel. Alors, c'était vraiment une lettre de tout ce qui est, parce que je pense on n'est pas les seuls qui sentent un petit peu confus des fois avec toutes les lettres et toutes les directives qui sortent. Puis le dernier tableau que je vais vous montrer, parce que je trouve que c'est un tableau qui en parle beaucoup, c'est le tableau, et ils appellent ça le napperon. C'est vraiment le napperon avec les paliers là-dessus. Quand je l'envoie à Hervé aujourd'hui pour le mettre dans le PowerPoint, juste pour votre information, c'est la version 10. Alors, on est déjà rendu à 10 versions de ce tableau-là depuis qu'il a été mis en place, je pense, au début du mois d'octobre. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce tableau-là? C'est vraiment le point de attention urgente, exclamation. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande depuis le mois de mars. La première rencontre qu'on a faite avec la ministre après le confinement en mois de mars, c'est que les enfants avec les besoins particuliers puissent rester à l'école à temps plein. Je trouve ça tellement important. Si c'est le meilleur pour eux autres, on s'entend que si c'est bon qu'ils peuvent rester à la maison, mais c'est correct aussi. Mais si c'est mieux qu'ils sont encadrés à l'école, c'est la meilleure chose. Puis pour votre information, le Colombie-Britannique, quand ils ont fait le confinement dans ce printemps, ces enfants-là, ils restaient à l'école autant que les enfants avec des parents qui travaillent dans le milieu de santé. Ils sont toujours restés à l'école. Alors, ça, c'est un tableau que si vous n'avez pas, mais ou vous souhaitez l'avoir, ça explique vraiment à chacun des paliers avec des couleurs, c'est quoi les services qui devraient être mis en place, rester ouverts ou pas. Alors, ça, c'est sur le COVID jusque-là. Puis là, ce soir, on a une petite surprise pour vous autres. On va vous partager, on va vous montrer. Il y a un sondage qui est en processus depuis... un sondage qui est en processus depuis mercredi passé. C'était un petit peu certaines questions, c'est les mêmes questions qu'on a posées en septembre après 1-2 semaines que l'école est ouverte. Là, on aurait posé certaines questions pour deuxième fois, puis on a d'autres questions qu'on pose de nouveau. Alors, on va vous donner la vue en arrière de notre sondage. Puis je pense que je vais souligner les comités de parents qui sont vraiment les héros pour partager ce sondage-là puis avoir des réponses. Alors, en première place, cette fois-là, c'est Kamouraska, Rivière-de-Loup. Deuxième place, Côte-du-Sud. Troisième place, des Sommets. Je sais que Benoît est là. Quatrième place, des Patriotes. Je crois que Marie-Ève est là aussi. Cinquième place, Marguerite Bourgeois. Sixième place, Trois-Lacs. Je vous dis, septième place, c'était Montréal, mais Portage-Outaouais, ils sont fait un gros pas cet après-midi, Portage-Outaouais, excuse-moi. Montréal, après ça, c'est le CSSMI, Draveur puis région de Sherbrooke. Alors, on peut dire que la province est bien représentée avec tous les coins. En tout, on a 66 des 72 centres de services ou commissions scolaires parce que quand on fait un sondage, on le laisse aussi des Anglais répondre et il y a même un choix pour les écoles privées à répondre. Alors, on a 66 sur 72 des commissions scolaires au centre de services cet après-midi qui a déjà répondu. Dans un sondage, qu'est-ce qu'on regarde? C'est pour voir vraiment la règle de 80-20.
quand on arrive à 80, on sait que c'est proche d'être plus, on peut dire plus, pas unanimité, mais je vais vous dire que si Joe Biden gagne par 80% des votes demain soir, je pense qu'il va y avoir plein de monde qui va être soulagé. La première question, on ne va pas passer là. On sait qu'il y a plus que 95% de nos enfants qui sont à l'école présentement. Deuxième question, c'est vraiment poser les questions. Est-ce que les consignes sanitaires, les mesures sanitaires étaient bien expliquées? 75% a dit oui, même c'est à peu près 80 si on met s'il ne s'applique pas. Alors, on est proche de 80. On ne va pas passer beaucoup de temps là. La troisième question, vos enfants, est-ce qu'ils comprennent les consignes? Presque 94-95 qui comprennent les consignes. Alors, ça, c'est très bien aussi. La quatrième question, c'est dans quelle mesure vous sentez-vous rassuré d'envoyer vos enfants dans l'école dans le contexte COVID? Je vais vous dire qu'on a une amélioration de septembre. En septembre, c'était 50% qui étaient rassurés. On est rendu à 66%. On a mis l'objectif d'arriver à 80. Alors, je vais vous poser des questions. Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Si vous avez des réponses à mettre dans le chat, puis si, je vais les lire s'il y a des choses intéressantes à partager. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à 80%? Même si on veut arriver à 100%, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, tu as dit, on a l'objectif d'arriver à 80%, mais en fait, on a donné le défi, on a eu une rencontre au début, parce que ces résultats-là, on les présente au ministère, au ministre, au cabinet, on leur envoie, puis on les présente aussi. Au début du mois de septembre, on a eu une rencontre avec le ministère, puis on a présenté ces chiffres-là, puis on était plus autour tu me rappelles, tu me corrigeras, Corinne, autour de 50% là, Oui. qui étaient entièrement rassurés. On trouvait que ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'allure. On a lancé le défi au ministère de monter à 80%. C'est un défi qu'on leur a lancé. Là, on est rendu à 66. C'est une amélioration depuis, mais on n'est pas rendu encore à notre 80%. Il y a encore du travail à faire. Puis je pense que c'est ça le sens de notre question qu'on veut vous poser ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour monter à 80? Parce que nous, on veut que les parents se sentent rassurés. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qu'on peut changer à l'école pour faire en sorte que les parents pourraient être plus rassurés de renvoyer leur enfant? Parce qu'il faut que les parents soient rassurés d'envoyer leur enfant à l'école. Sinon, il y a quoi qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un défi qu'on a lancé au ministère de monter ça, puis on veut l'aider à atteindre son objectif. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voulait ouvrir la discussion sur ça ce soir. OK. Alors, je vais commencer à lire un petit peu des mesures soient appliquées simplement. Distanciation. Merci, Elise. C'est très clair. Puis, tous vos commentaires, Marie-Hélène va être capable de les capturer puis les résumer, nous préparer ça dans un document. Permettre aux parents qui voulaient d'avoir accès à l'école en ligne, avoir des groupes plus petits, donc plus de distanciation, avoir des investissements massifs pour refaire des systèmes de ventilation des écoles, des fenêtres ouvertes à moins 6 mois par année, ce n'est pas acceptable. Merci Geneviève, c'est très bien. Ça doit être déjà très froid chez vous parce que chez moi aujourd'hui, avec le facteur de vent, c'est moins 7, puis je suis un petit peu moins dans le nord que vous autres. Alors, on va continuer parce qu'on a d'autres sujets qui sont encore plus crunchy, on peut dire, pour en discuter. Puis si vous avez des réflexions sur ça, vous pouvez nous envoyer d'autres commentaires à Service Conseil. Ils sont bienvenus aussi. Marie-Hélène va toutes les prendre, puis toutes les colléger parce qu'elle est rendue l'expert en colléger des informations. Alors, la cinquième question, avez-vous des enfants qui recevront des enseignements à distance pour une des raisons suivantes? Alors, on peut être, je ne sais pas si le bon mot, c'est content de voir qu'il y a quand même 84% de nos enfants sont à l'école à temps plein. Il y a 11-12% qui sont à des secondaires 3, 4, 5 qui sont en alternance. Alors, c'est quand même, ça ajoute beaucoup. Les retraites temporaires pour 14 jours, c'est un 2%. Et puis, isolement pour une éclosion dans une école, c'est un 2%. Alors, quand le premier ministre nous dit qu'il y a vraiment 97% des enfants qui sont dans les écoles, c'est pas mal vrai. Même les parents, ils disent la même chose. Retrait pour raison haute médicale, je vais vous dire, c'est vraiment 1,5% qui est des raisons médicales pour ne pas être à l'école. Je vais tout de suite descendre parce que si vous avez répondu oui à la question 5, il y en a deux autres questions qui tu vas avoir à répondre. Une, c'est dans quelle mesure vous êtes satisfaite avec les moyens de technologie mis en place. Puis, je vais vous dire qu'ici, des outils technologiques fournis par l'école, on peut voir qu'il y a quand même 81% du monde qui sont contents. Alors, c'est très positif.
Aussi, on peut voir ici sur l'organisation des cours en ligne, les fréquences, l'enseignement à distance, c'est satisfaisante à 70%. Là, on approche le 80 aussi. Le soutien pédagogique, c'est plutôt satisfaisant. On voit qu'ici, le taux de satisfaction, il descend. On peut même aller à dire qu'un tiers n'est pas satisfait présentement avec le soutien pédagogique qui se passe, dépannage, aide aux devoirs, etc. Puis si on voit dans le soutien technique, ça semble un petit peu, c'est à peu près un quart qui ne sont pas satisfaits. Alors, on sait qu'ici, il y a du travail à faire. Je vais vous dire sur le soutien pédagogique, mais peut-être il y avait raison de donner 3 journées pédagogiques qui peut être mieux organisées puis investies pour que les enseignants puissent aider nos enfants plus. Puis pour le soutien technique, on fait des représentations pour avoir plus de soutien technique. J'ai le sentiment que ça va bouger aussi pour aider des parents. J'ai des indications qu'il y a des choses qui s'en viennent quand même pour aider. Puis aussi, dans le 5, il y avait une autre question. Comment votre ou vos enfants adaptent à l'enseignement à distance? Alors ça, c'est très encourageant aussi. 50% plutôt bien. 26,6 très bien. Alors, on commence à approcher quand même proche de 80. Il y a quand même du monde que ça va plutôt mal. Alors, levez le drapeau, demandez de l'aide, envoyez-nous des messages, parlez avec vos directions. Si ça ne fonctionne pas, laissez-nous savoir, on va vous trouver le bon chemin pour parler, pour trouver de l'aide, parce qu'on ne peut pas laisser aucun enfant en arrière présentement. Alors, il y a quand même 15 à 20 que ça va très mal. On est là pour vous aider aussi. Alors, ça, c'est vraiment au niveau de la question 5, puis c'est sous-question. Dans la question 6, les activités non pédagogiques, parascolaires, sport, hors, sortie, etc. La question, c'est est-ce que vous croyez qu'ils vont reprendre ces activités-là le plus rapidement possible? Puis je vais vous dire, c'est exactement les mêmes résultats qu'on a eus en septembre. Il y a 42 qui disent vraiment oui, absolument le plus vite possible. Il y a 40 qui disent oui, mais pas à tout prix. Puis presque 20 qui disent non, je préfère qu'on attende. Je vais poser la question parce que moi, j'entends la ministre, la première ministre, ici que le sport, les activités parascolaires sont importants. Qu'est-ce qu'on peut les suggérer pour remettre ces activités-là en place pour, comme on dit, oui, mais pas à tout prix? C'est quoi que vous voyez dans vos milieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut la faire, etc. On aimerait ça vous entendre pour ajouter un petit peu plus de détails, vos réflexions autour de ces questions-là. Je vais peut-être prendre la balle au bon pour dire, tu sais, oui, mais pas à tout prix. Là. Moi, quand je rencontre le ministre, là, moi, une des choses qui est importante pour moi aussi, puis qu'on transfère, c'est d'avoir des mesures adaptées, des mesures claires, des mesures précises, bien encadrées, mais adaptées aussi. Ce que je veux dire par là, de laisser de l'autonomie aux écoles. Je prends par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un exemple qui fonctionne bien. Annie Godreau, une parent, c'est notre exécutif, son école secondaire, eux, c'est un avant-midi sur 2. L'avant-midi, les jeunes sont à l'école, l'après-midi à distance. Ça fonctionne bien dans le réseau, puis ça fonctionne bien chez eux. Puis donc, les mesures permettent cette latitude-là, permettent à cette école-là de continuer parce que c'était déjà comme ça, puis ça va bien. Aussi sur les mesures, les codes de couleur. Là, je sais qu'il y a beaucoup de monde en rouge. Moi, je suis en orange chez moi. Je suis un des chanceux. Je sais qu'il y en a qui sont jaunes aussi encore. Donc, que ça soit adapté à la couleur de la région. Il ne faut pas pénaliser les écoles ou mettre des enfants à l'école à distance quand ce n'est pas obligatoire ou quand que la situation sanitaire l'oblige pas, en fait, de ne pas mettre mur à mur partout au Québec la même consigne parce qu'il y a des endroits où ça va bien ou que la pandémie les affecte moins. Donc, c'est souvent en région, là, région éloignée en plus. Donc, tu sais, de permettre à des adaptations, à des endroits que ce soit adapté à leur réalité, plus selon leur code de couleur ou comment ça fonctionne bien chez eux. Donc, c'est quoi qui est important chez nous, de ne pas faire du mur à mur.
puis de s'adapter à chacune des régions. Alors, la question 7, les bulletins. Je trouve ça assez intéressant qu'il y ait quand même 12,5 qui ne sait même pas encore qu'il y a 2 bulletins. Le 8, il y a quand même à peu près 50 de monde qui a déjà eu une première communication autre qu'un bulletin avec l'école. Alors, on peut comprendre que c'est en marche. Je ne vais pas vous cacher que sur le bulletin, les rencontres de parents et tout ça, on va faire un autre sondage à la fin de novembre quand ça va être tout fait. Puis la dernière question, puis pas la moins, selon vous, quel est le degré de motivation aux études de vos enfants par rapport à ce qu'il y avait avant la pandémie? Puis je vais vous dire qu'ici, c'est la question qui me préoccupe le plus parce qu'on a une baisse depuis le mois de septembre. Mois de septembre, en tout, on avait 72 que c'était autant ou plus. Maintenant, on est à 60 à peu près. Alors, ici, je ne vais vous pas le cacher, c'est très inquiétant. C'est un point qu'on va apporter à des autorités. On a déjà commencé des discussions avec les journées pour la préservance, les journées GPS qui vont être en mois de février aussi, mais on ne peut pas juste faire ça pendant une semaine. Nous, on fait ça toute l'année longue. C'est très important qu'on trouve des solutions. Kevin, d'autres choses à ajouter à ce niveau-là? Non, à part le fait que c'est inquiétant puis qu'on va apporter ça. Soyez sûr qu'on va l'apporter aux autorités, mais non. Puis je vous remercie ceux qui ont répondu à notre sondage, à notre coup de sonde. En fait, ça nous permet d'avancer puis de faire un suivi entre septembre puis aujourd'hui, où qu'on est rendu, où que les parents sont rendus dans tout ça. Donc, merci d'y avoir répondu. Merci d'y avoir répondu. Ça nous aide de notre côté. Donc, voilà, je pense qu'on peut continuer avec nos prochains événements. Oui, alors on va passer la parole à Hervé. Moi, je vais terminer, si on veut, en complétant avec les activités de la Fédération, les activités à venir, donc, à surveiller à la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, pour ce qui est des formations générales, donc nos fameux webinaires, eh bien, on a quand même quelques formations de programmées pour le mois de novembre et décembre. Donc, déjà demain, la formation Introduction à la loi sur l'instruction publique. Les inscriptions vont bon train. On a déjà quand même pas mal de monde inscrit. On espère que ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous inscrirez aussi. Ce sera suivi mercredi, dès le lendemain, donc, d'une formation Anxiété et stress chez les élèves en temps de pandémie, qui va être présentée par des spécialistes de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Ensuite, on revient le 10 novembre avec une formation sur le comité de parents. Le 18 novembre, accompagnement parental en lecture, écriture avec l'Association des orthopédagogues du Québec. Et le 24 novembre, une introduction aux troubles d'apprentissage avec les experts de l'Institut des troubles d'apprentissage. Ensuite, au mois de décembre, 2 formations sont prévues. Le 1er décembre, donc, définir ses règles de vie numérique avec l'école branchée et les règles de régie interne et fonctionnement offerts par l'équipe de la FCPQ. Et on aura peut-être aussi des ajouts possibles d'ici la pause du temps des fêtes. On a des partenaires qui nous ont approchés pour peut-être proposer quelque chose. On vous revient dès qu'on a une confirmation là-dessus. Je rappelle qu'on a modifié nos formules d'abonnement. Fait que si votre comité de parents considère l'opportunité de s'abonner pour nos formations, bien, on l'avait annoncé la semaine dernière. On a modifié les formules d'abonnement. On a gardé les mêmes tarifs, mais on a augmenté le nombre de connexions octroyées selon la tarification choisie. Donc, une connexion par webinaire passe à 5 connexions par webinaire, 2 connexions à 10 connexions, 5 connexions à 25 et 10 connexions à 50 connexions par webinaire. Pour tenir compte, évidemment, comme on le disait, des contraintes qui font que les gens ne peuvent plus se réunir pour tirer parti d'une connexion unique ou d'un nombre de connexions pour assister en groupe à partir du même endroit. Donc, on cherche à vous faciliter les choses le plus possible. La FCPQ en direct aussi, bien, on a quand même des partenaires ou des invités là, dans les prochaines semaines qui vont venir s'adresser à vous à la FCPQ en direct, notamment lundi prochain, donc le 9 novembre, M. Jackie Tremblay, directeur général de la nouvelle Fédération des centres de services scolaires du Québec.
Donc, il viendra nous dire quelques mots, évidemment, sur la nouvelle instance, la nouvelle organisation. La semaine suivante, le 16 novembre, M. Thierry Carcenti, que la plupart d'entre vous connaissez, qui a été d'ailleurs participé justement à notre colloque d'il y a 2 ans. Donc, M. Carcenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, qui viendra nous présenter donc les résultats de l'enquête qu'il avait menée au printemps dernier sur l'école à la maison et les défis que ça représente pour les parents et les élèves. Donc, ce sont deux éditions de la FCPQ en direct que vous ne voudrez pas manquer. Pour le reste, évidemment, on vous annonce aussi la sortie en primeur cette semaine de la revue Action Parents, spéciale Cap sur le numérique, et aussi très spéciale parce que cette édition-là de la revue Action Parents, grâce à une collaboration spéciale, va être offerte et en français et en anglais. Donc, la revue sera, le lancement officiel sera fait, je pense que si ce n'est pas demain, c'est dans les prochains jours, là, vous pourrez la télécharger donc très prochainement, gratuitement toujours, en ligne via notre site web. Donc, surveillez nos communications, évidemment, sur le propos. Surveillez, entre autres, notre page Facebook et l'infolette de mercredi. Enfin, on travaille aussi sur d'autres projets. Hein. On embrasse plusieurs. Notre table à dessin est quand même pas mal pleine. Entre autres, on travaille sur une nouvelle collaboration spéciale avec l'École branchée. Je ne vous donnerai pas plus de détails, mais encore une fois, je vous invite à surveiller nos plateformes, surveiller nos annonces. Évidemment, qui dit École branchée, vous comprenez que ça va être en lien avec le numérique. Surveillez ces annonces-là à venir très bientôt. Moi, ça conclut ce que j'avais à vous présenter ce soir. Je vais quand même vous laisser à l'écran les informations, évidemment, si vous voulez plus d'informations. Et si c'est complet pour tout le monde, alors je vais vous souhaiter bonsoir à tout le monde. Et je vous invite encore une fois à communiquer avec nous si vous avez des questions complémentaires. Il y a des gens aussi là, qui nous ont laissé des questions un peu plus pointues, un peu plus spécifiques là, dans le clavardage. On tâchera de faire des suivis dans les prochains jours. Sinon, bien évidemment, comme je vous disais, vous nous écrivez. Vous nous appelez, vous nous écrivez, vous visitez vous faites dans votre navigateur parentquebec.ca et vous tombez sur la page de nos services conseils où vous aurez toutes les informations de contact pour obtenir des réponses à vos questions. Alors là-dessus, merci beaucoup Corinne, merci beaucoup Kevin pour votre participation ce soir et merci à Marie-Hélène qui n'a pas pris la parole ce soir mais qui était présente quand même et qui a gardé un œil évidemment sur le clavardage et qui saura nous en sortir des informations très intéressantes. Alors là-dessus, bonsoir et à la semaine prochaine. On se donne rendez-vous donc entre autres pour rencontrer M. Tremblay de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Merci.